évidemment que ma partie douance vient m'aider énormément, mais globalement, la manière dont je le vois, c'est que ma partie autistique me dit, en fait, le regard des autres, on s'en fiche royalement. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et ma partie THPI vient dire à ma partie autistique, et en plus, tu as raison. Donc, continue comme ça. Ça, c'est intéressant. Je trouve, je parle pour les gens qui nous écoutent, hein, de voir nos différents parties à l'intérieur, pour ceux qui ont HPI ou THPI-TSA, et de faire des réunions de famille pour trouver une solidarité intérieure. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview en fait qui fait suite au précédent que vous avez vu avec le docteur Edfer. On est allé un peu se promener sur la science à beaucoup d'endroits. Donc Bénédicte Elfer, on avait échangé, si vous avez pu voir cette interview sur son DU de maladie auto-immune et neurodiversité. Sinon, elle a plus d'une vingtaine de diplômes, un doctorat de médecine, de sciences, et puis une passionnée de mathématiques. Et vous avez pu voir où est-ce qu'on va. Et encore, on a fait attention sur les parties scientifiques. Et on prolonge avec une immersion. Avant Bénédicte, on a fait une immersion avec Blanche Aurélie, qui est allé à la recherche de sa mère et qui l'a trouvée très très loin, très loin dans sa vie et dans des endroits un peu scabrés et dangereux. Elle en a fait un livre qui s'appelle Elle au pluriel. Vous pouvez aller voir ça donc sur la chaîne ou sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Bénédicte, on est parti plus en perspective scientifique sur maladie auto-immune et neurodiversité. Avec Mathilde, là, on replonge dans l'immersion de sa vie au quotidien, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Je rappelle que ma chaîne, elle est là pour faire de la pédagogie, pas uniquement des témoignages, vraiment de l'immersion pour aider les gens, ce qui est mon objectif sur cette chaîne, et les retours qu'on en a depuis le début. Donc on va voir un peu comment Mathilde se sort de tout ce bazar-là avec ses cartographies, comment elle jongle avec sa cartographie THPI, TSA, Asperger et maladie auto-immune. Mathilde, je te laisse te présenter de la manière qui t'arrange avec tout en bazar. Et puis après, on va voir comment tu te sors de ça. Les messages que tu auras envie de partager au regard de ton expérience de complexité, de l'espoir qu'on peut donner aux gens, puisque c'est l'intention que j'ai, à la fois les témoignages des gens qui viennent, c'est quoi qui se passe, comme on l'a vu avec Aurélie, dans des situations où on peut mal finir, comme Jean-Luc Ployer, qui au regard de tout ce qu'il vit on est nombreux à devoir être peut-être mort ou en hôpital psychiatrique au regard de ce qu'on vit, et surtout comment on se sort de ça, comment on donne de l'espoir. En fait, il ne s'agit pas de fantasmer ou de délirer ou de faire du positivisme malheureux, mais de donner des pistes. Voilà, je te passe la parole. Donc je suis ici aujourd'hui effectivement sur la question de la neurodiversité parce que, à ce qui paraît, c'est un sujet que je connais bien. Très bien. À la fois du coup dans ma vie personnelle et aussi parce que j'ai eu l'occasion un petit peu de me balader avec différentes personnes et d'être en lien avec des professionnels divers et variés et des personnes concernées, et je sers régulièrement de porte d'entrée aux personnes sur la question. Donc j'ai tendance à dire que je suis un peu un guide touristique en terre atypique. Voilà, donc c'est un petit peu partager à la fois mon expérience et puis ce que je peux moi ressortir aussi du terrain, les astuces comme tu dis. Et puis aussi du coup sur la partie maladie auto-immune pour faire un petit peu la suite avec Bénédicte et avoir la partie patient.
la vision voilà de patient et de ce que ça fait aussi de vivre avec ce genre de maladie. Donc en fait, tu as deux portes d'entrée. Tu as une porte d'entrée professionnelle, extérieure. De mémoire aussi, tu as créé comment on appelle ça, une charte sur la neurodiversité dans une organisation. Oui, j'ai eu l'occasion effectivement un peu aussi de travailler sur le sujet pour certaines entreprises, notamment dans le cadre en fait du handicap, voilà, qui est un peu la porte d'entrée dans les entreprises. Aujourd'hui, la neurodiversité, c'est pas l'aspect principal de ma vie professionnelle, mais effectivement, ça en a fait partie. Et puis, quand je suis sollicitée sur la question, ben, j'y réponds bien volontiers, y compris dans un cadre professionnel. Donc, effectivement, j'ai déjà eu à voilà, travailler avec certaines entreprises sur les bonnes pratiques, les astuces, comment on intègre des salariés neuroatypiques globalement dans une entreprise. Dans le cadre d'une direction des ressources humaines. Oui, ou sous l'aspect aussi RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là ou l'aspect RH. Donc ça, c'est ta partie professionnelle, puis ta partie personnelle sur la manière dont tu vis, dont tu expérimentes, dont tu éprouves aussi le sujet. Comment tu gères cette combinatoire? Donc ta maladie auto-immune, c'est un SAMA, un syndrome d'activation mastocytaire aiguë. Peut-être que tu peux expliquer ça. Ouais, ça pour le SAMA, et en fait comment tu te sers des deux autres parties, ou comment les deux autres parties te servent ou te desservent. Aurélie avait expliqué comment son autisme en fait l'avait sans doute protégé dans l'histoire avec sa mère. Donc je te laisse avec tout ça. Donc déjà pour répondre sur la partie syndrome d'activation mastocytaire, donc initialement c'est une maladie qu'on appelle la mastocytose. Donc la mastocytose, c'est la dérégulation d'une cellule qui s'appelle le mastocyte, qui est une cellule qui est produite dans la moelle osseuse, si je dis pas de bêtises, et qui se balade dans le sang. Elle a un rôle un peu dans les défenses immunitaires et notamment dans tout ce qui va être l'allergie. Quand en fait on fait une réaction allergique, notre corps va aller se défendre contre l'allergène, et c'est notamment les mastocytes qui libèrent plusieurs substances dont l'histamine pour aller se battre contre ce facteur allergène-là. Donc c'est une cellule qui a plutôt un rôle immunitaire. Et moi dans mon cas, dans le cas de la mastocytose, les mastocytes vont aller se retourner contre notre propre corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur externe qui vient agresser le corps, et pour autant les mastocytes du coup libèrent leurs substances, et ça se retourne contre notre propre corps. Donc c'est ce qu'on appelle du coup une maladie auto-immune. Et dans mon cas, en fait, on peut avoir deux variantes de cette maladie. Une qu'on appelle la mastocytose, où on a des marqueurs biologiques très clairs. Si on fait une prise de sang, on va tout de suite voir les marqueurs biologiques de la maladie. Et on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome d'activation mastocytaire, c'est-à-dire qu'on a tous les symptômes de la maladie. Pour autant, moi, si on fait une prise de sang, on voit pas grand-chose. Donc, j'ai pas de marqueurs biologiques clairs. Par contre, j'ai tous les facteurs, tous les symptômes de la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome d'activation mastocytaire. Parce qu'on n'a pas les marqueurs biologiques de la mastocytose, pour autant, on le vit quand même. Donc voilà, c'est une maladie hématologique, auto-immune et orpheline. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de solution. On peut pas en guérir. Il n'y a pas de traitement curatif. Voilà. Il y a des solutions. Pour autant, voilà, pour l'instant, il n'y a pas forcément de guérison possible à l'heure actuelle. Donc il y a un service à l'hôpital Necker, c'est ça, qui est spécialisé là-dessus? Il y a un centre de référence, oui, sur les mastocytes à l'hôpital Necker à Paris. Voilà, donc au service hémato. Voilà, où c'est là effectivement que moi j'ai eu mon diagnostic et où je suis suivie aussi. T'es suivi pour les problèmes, mais est-ce qu'on t'aide pour les solutions? Des solutions, du coup, c'est un peu difficile. Disons que donc moi j'ai un traitement quand même, principalement à base d'antihistaminiques, où j'ai différents antihistaminiques qui cumulés en fait viennent me permettre de limiter, on va dire, les symptômes de la maladie et son activation. Après, le problème c'est que si tu veux la liste des symptômes de la mastocytose ou du SAMA, c'est un roman quoi. Donc on a à la fois tous les symptômes qu'on peut avoir dans l'allergie, le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Moi je fais beaucoup de flush, donc en fait les mastocytes ils viennent se loger dans les tissus.
notamment la peau, mais pas que. Tous nos organes ont des tissus, donc ça peut venir se loger un petit peu partout, y compris au niveau du cerveau. Et le fait que ça vienne s'attaquer aux tissus, ça fait que moi, typiquement, je vais souvent avoir des flushs, donc des rougeurs sur la peau qui vont apparaître, ou des plaques un peu qui grattent, qui brûlent, qui en général, c'est ce qui me permet de dire, moi, physiquement, de me dire, ah oui, effectivement, ma peau devient rouge, donc il faut que je prenne mon médicament. Je sais que ça c'est un marqueur assez classique chez moi, mais ça va pouvoir être aussi des problèmes, tout ce qui va être intestinal, digestif, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, donc des choses qui peuvent faire penser au TDAH, le trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, des problèmes parfois un peu d'humeur aussi, des maux de tête forcément. Voilà, c'est vraiment très varié. Tout ça va être des problèmes ORL, ça peut être des douleurs musculaires, articulaires, osseuses. Enfin, c'est très vaste parce que du coup, le sang, ça passe un peu de partout, quoi. Donc, t'arrives à identifier les fluctuations, c'est-à-dire comment ton sama il vient toucher telle partie du corps ou affecter en fonction de ta biologie. Est-ce que ça c'est lié aussi au cycle? Est-ce que tu vois des corrélations avec le cycle? Parce qu'évidemment, les femmes ont des structures plus complexes que les hommes, ou tout ça est totalement anarchique? Alors, moi, je n'ai pas ce problème-là, parce que globalement, comme mon cycle menstruel, pour moi, c'était une horreur à vivre, j'ai réglé le problème autrement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui me disent que ça peut être horrible à vivre, quoi. Parce que ça va venir aussi, effectivement, aggraver les douleurs utérines, par exemple, ce genre de choses, au moment où on a les règles. Donc, effectivement, c'est assez, c'est pour ça que je dis que c'est très vaste en termes de symptômes. Ça vient toucher tout le corps. Donc, moi, je remarque pas forcément de phase. C'est-à-dire, je sais ce qui peut venir le déclencher. T'as certains aliments, typiquement, ou tout ce qui va être le stress, tout le débordement émotionnel. En général, derrière, tu peux y aller. J'ai des flushs, mais ça peut être aussi des choses très, typiquement les fortes variations de température. Tu sais, l'été, quand t'es dans un bâtiment qui fait très très frais, t'as la clim à 19, tu sors, il fait 35 à l'ombre. Ça, mon corps, il aime pas du tout, typiquement. Et en général, derrière, je fais des flushs. Donc, pardon, pour les gens qui nous écoutent, les flushs, c'est des rougeurs sur la peau. Donc, c'est vraiment t'as plein, j'ai pas réussi à tout identifier, et puis je pense que c'est très vaste comme facteur déclencheur potentiel, et que ça peut varier d'une personne à une autre. Mais typiquement, je sais que l'alimentation, je fais attention à tous les aliments qu'on dit libérateurs d'histamine, donc qui peuvent venir enclencher l'activation mastocytaire, la dégranulation. Donc le fait que ton corps se retourne contre lui-même. Mais c'est assez. J'ai pas encore identifié toute la liste des activateurs potentiels, mais je pense qu'ils sont nombreux. Tu peux donner quelques exemples d'aliments prohistaminiques à fuir? La tomate, la banane, certains choux. Alors, tu as une liste sur le site de Necker avec tous les aliments qui peuvent potentiellement déclencher justement des symptômes. Elle est assez longue. Moi, globalement, ça va. Tu vois, je sais qu'il faut que j'évite. J'ai repéré les aliments qui me posent problème, typiquement tomate, banane. Mais les autres, j'ai pas un aliment où vraiment je fais des réactions très très fortes, si ce n'est le lait de vache et la farine blanche. Tu pourras nous envoyer le lien, puis on va le mettre sur elle est assez longue. Elle est assez longue, et je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, je suis pas trop embêtée au niveau de l'alimentation. C'est plutôt quand tu vois, c'est pas vraiment moi des aliments qui vont venir me donner mal au ventre. C'est si mon corps est déjà patraque, si je mange, ça rajoute un problème supplémentaire. Est-ce que tu fais un lien avec les problèmes de microbiote et de porosité intestinale? Il y a peut-être des liens à faire. Moi, là, comme ça, je saurais pas te répondre. Mais tu peux avoir des troubles digestifs, hein, donc il y a sans doute des choses à aller chercher aussi là-dessus.
Alors, comment tout ça se combine avec ton THPI et ton TSA Et le TDAH et les 10. et le TDAH et le 10? Donc, comment tu fais chef d'orchestre? Parce que tout ça est épuisant. Bah, globalement, Euh, c'est ça. C'est-à-dire que la manière dont tout ça s'articule, c'est que c'est de la fatigue, de l'épuisement au quotidien, globalement. C'est-à-dire que mon corps est très souvent fatigué et en même temps, moi j'ai plutôt eu l'habitude d'avoir des activités physiques ou sportives régulières. J'ai fait beaucoup d'équitation, par exemple. Donc c'est assez perturbant parce que je ressens le besoin de bouger. En plus, je suis hyper active. Et en même temps, mon corps vraiment est plombé, quoi. Donc j'ai mal, je suis fatiguée. C'est bon, j'ai juste envie de me rouler dans un plaid et puis d'attendre que ça passe. Donc c'est plutôt ça, tu vois, donc, que je vois en premier, c'est la fatigue constante que ça génère. Et au bout d'un moment, la fatigue psychique, c'est-à-dire que parfois je passe la journée à avoir très mal de partout. J'ai mal aux os, typiquement, ou je vais avoir très mal à la tête ou mal au ventre. Voilà, plus les flushs, ou quand même, ton corps, ça lui demande d'énergie de faire face à la maladie, même si c'est des petits symptômes pas trop gênants. Typiquement, si j'ai la peau qui rougit, bon, c'est pas, ça va pas m'empêcher, par exemple, de travailler. Pour autant, ça prend de l'énergie à mon corps et je le sens. Et moi, il faut que je gère ça sur ma journée de travail, par exemple. Et ça finit par générer beaucoup de fatigue psychologique. En plus à ça, tu rajoutes du coup le niveau neurodiversité, où par définition, nous, on a déjà beaucoup de fatigue parce qu'on est déjà beaucoup en suradaptation constante. et de manière invisible, puisque c'est le but en fait que ça soit invisible. Bien sûr. C'est-à-dire que globalement, c'est souvent un peu le décalage que je vois, c'est que les gens, parfois, j'ai une RQTH, donc une reconnaissance de handicap en France, et je sais que parfois les gens ont du mal à comprendre. Parce que globalement, quand tu es dans ce genre de situation, c'est comme si tu étais en fauteuil roulant, mais c'est un fauteuil roulant visible. Donc toi, tu passes ta journée à monter des escaliers alors que tu es en fauteuil roulant. Et comme ton fauteuil roulant, il se voit pas, les gens ne comprennent pas pourquoi pour toi c'est difficile de monter des escaliers. Donc ça, ce qui fait que tu gères tout ça, ça fait beaucoup de complexité. Tu gères les gens qui comprennent pas, ou tu essayes quand même un peu de leur expliquer. Tu gères le fait que de toute façon, il faut monter les escaliers, donc tu te débrouilles pour monter les escaliers. Tu gères du coup la douleur de ton corps, la fatigue, tu gères tout ça. Donc à la fin de la journée, en général, t'es bien fatigué. Comment tu gardes l'espoir et le sourire que tu as là avec tout ça? Parce que le but était pas toute seule. C'est un peu l'objet aussi de cet entretien. C'est pour tous ceux qui sont en fauteuil roulant invisible, qui sont démunis, qui essaient d'expliquer, mais en général, à un moment donné, ça merde. Où tu vas avoir des conseils à la con, ou des jugements, des critiques ou des projections, enfin, ou des maladresses aussi, parce que il y a beaucoup de maladresses, parce qu'incompréhension, parce qu'on croit, c'est comme ce que je dis sur la douance, c'est pas un livrable, c'est un processus. L'autisme, c'est pas un livrable, c'est un processus. Ce que tu vis, c'est pas un livrable puisqu'on voit pas le fauteuil. C'est un processus. Et comment garder la foi, comment garder le sourire? T'es très jeune, donc la vie va être aujourd'hui beaucoup plus longue pour toi que pour moi normalement. Donc faut donner de l'espoir à tous ceux qui vivent des choses comme ça. Comment tu gardes l'espoir? Comment tu gardes la joie? Comment tu gardes ton équilibre? Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est juste assez, qui est gravé chez moi, qui fait partie de ma manière de fonctionner. Déjà, sur la partie neurodiversité, ça embête un certain nombre de personnes, mais je considère que ce n'est pas un problème. Je vois pas où est le problème, en fait, d'être autiste. Je vois pas où est le problème d'être hyperactif. Je vois pas où est le problème d'avoir des troubles 10. Je vois pas le problème au fait d'être THPI, mais ça, je pense que c'est plus évident, tu vois, pour la plupart des gens. Globalement, en fait, pour moi, toutes ces thématiques-là ne sont pas des problèmes. Donc, déjà, juste je vis avec, mais si tu me poses la question, est-ce que demain tu vas être neurotypique? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je veux rester autiste, je veux rester hyperactive, je bouge pas. Donc, globalement, j'ai juste accepté ces parts de moi que j'ai jamais, moi, eu envie de rejeter, même si c'est plutôt, tu vois, dans le sens inverse qu'on le vit. C'est-à-dire que tu fais face au rejet des autres face à cette partie-là de toi. Mais globalement, en fait, c'est ma nature, quoi. C'est profondément ce que je suis et non pas quelque chose que j'ai.
Donc bah déjà je vis avec comme n'importe quelle autre personne. Et puis même si en fait je vois parfois les difficultés que ça peut amener, je vois aussi les avantages. Puis voilà, enfin c'est là-dessus, je pense qu'il faut apprendre à faire la paix avec ses neuroatypies. Et sur la partie activation mastocytaire, ma foi, écoute, globalement on fait avec, je m'en passerais bien. Mais je me dis en fait qu'il y a un équilibre possible à trouver. C'est-à-dire, tu vois, moi j'ai des personnes dans mon entourage, par exemple autistes, pas forcément HPI d'ailleurs, ou THPI, qui vont très très bien et qui ont une vie beaucoup plus fluide que la mienne. C'est-à-dire qu'elles ne rencontrent pas les difficultés que je peux rencontrer, par exemple socialement. Donc, c'est que c'est possible. Donc, autant avancer avec ça, tu vois, je fais en sorte de trouver les solutions. Je fais attention au maximum à respecter ma manière de fonctionner, à m'accorder les temps de récupération nécessaires à la fin de la journée et j'avance. Et sur la partie activation mastocytaire, globalement, ça m'embête beaucoup. Vraiment, ça m'embête. Mais paraît-il que j'ai pas trop le choix. Donc, l'objectif, c'est de réussir un peu à faire la paix avec son corps. Et puis, c'est quand même une maladie auto-immune. Donc, c'est que d'une certaine manière, c'est moi qui me retourne contre moi-même. Tu vois, donc il y a aussi quelque chose à aller chercher là-dessus. Pour moi, c'est pas irréversible. C'est un peu l'échange qu'on a eu avec Bénédicte, tu vois, à la fin, qui disait que c'était une source d'apprentissage, c'est que le corps nous disait quelque chose, puisqu'une partie de nous se retourne contre nous-mêmes. Donc, vaut mieux aller le chercher comme ça. Si je reviens sur ce que tu disais avant, effectivement, c'est un état d'être, ça relève de l'identité. Alors, c'est ce que je dis par ailleurs pour les surdoués atypiques. Ça relève de l'identité, c'est-à-dire qu'ils sont décalés, différents. C'est pas le cas des surdoués typiques. Ça touche pas leur identité, parce que leur identité, elle est neurotypique. Pour les atypiques, c'est un processus identitaire différent, qui est un état d'être. C'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être Asperger, par exemple? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans ce truc-là? Tu vois, je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais globalement, c'est ce que je suis, alors autant faire avec. Mais après, je dirais que la capacité qu'on a à aller chercher des schémas, ce qui peut quand même être utile. Et puis, je pense qu'on a la capacité parfois à être plus connecté à la fois à notre imaginaire et à la vie qui nous entoure. Tu vois, enfin, t'entendras souvent. Je réécoutais une interview de Tony Attwood récemment. Donc Tony Attwood, qui est l'un des plus grands spécialistes au monde de l'autisme sans déficience intellectuelle. Et il disait que parfois il y avait des personnes autistes qui finalement préféraient presque leur animal de compagnie, leur chat ou leur chien, à leurs parents et leurs frères et sœurs. Ce qui peut être assez déroutant pour la famille, je l'entends, mais je trouve globalement qu'on a parfois plus la capacité à être accroché aux vivants autour de nous. Tu as toutes les formes de vie autour de nous. Et pratiquement quelque chose que j'aime bien chez moi, c'est ma capacité à créer, à imaginer. On garde aussi, je pense on rentre moins, comme on rentre moins dans les récits collectifs et qu'on rentre moins aussi dans ce qu'on va attendre de nous. Voilà, dans les normes, dans les implicites, on garde quelque chose qui est beaucoup plus authentique. Typiquement, une différence que je peux faire parfois entre les hommes autistes et les hommes THPI, c'est que les hommes autistes, ils gardent une part d'enfant. Ils vont beaucoup plus, typiquement, parfois j'ai des hommes autistes qui viennent me dire « Oh, j'ai regardé tel dessin animé il y a quelques jours, en fait, il est magnifique. » Bah oui. Mais ça, tu vois, on a plus cette capacité à garder là cette part d'enfant, d'émerveillement aussi. Mais sans doute parce qu'on rentre moins dans les cases de ce qu'on attend de nous dans la société. Ça, c'est vraiment une nuance qui est subtile et intéressante. Tu vois, je reconnecte avec ce que disait Aurélie Blanche sur le fait que son autisme l'avait protégé de sa mère et de l'héritage de sa mère, de la drogue, du grand banditisme, du bordel, c'est une maison de prostitution dans laquelle était sa mère. Et en fait, il y a une espèce de protection de l'autisme, qui n'est pas une maladie, une fois de plus. Mais c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont du TSA, en fait,
elles vont se ressourcer avec la nature. J'en ai rencontré plusieurs qui vivaient avec les chevaux, avec les chiens, avec la nature. Et effectivement, t'as pas de trahison avec la nature, t'as de la trahison. Bah oui, c'est ça. Avec les gens, ce qui est horrible. Je sais pas si on peut trouver des humains qui te trahissent pas. Moi, ça m'a beaucoup détruit, mais j'en arrive des fois à cette conclusion-là. Je pense que ça arrive, si tu veux. Mais après, dans ce que tu dis, quand tu parles d'architecture tout à l'heure, ça parle du TSA et du THPI quand même. C'est-à-dire que le THPI, il vient sauver ton organisation de méta, de compréhension, d'articulation, de relation avec le monde. Mais c'était intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire entre un homme autiste et un homme THPI, les décalages que tu vois, c'est alors après, ce sont deux personnes, il faudrait arriver à modéliser ça, mais la partie TSA, tu vois plus une partie enfant. C'est typiquement ces remarques-là, je les ai pas eues d'hommes uniquement THPI, beaucoup moins en tout cas, où ça va être beaucoup plus masqué, là où c'est beaucoup plus présent et visible pour moi chez les hommes autistes. Et il y a une sensibilité qui est un peu plus visible, qui est un peu plus là, parfois bien masquée, c'est-à-dire qu'il faut passer 1 ou 2 barrières avant d'aller la trouver, mais tu vas pouvoir aller la chercher plus facilement. Pour moi. Alors, en même temps, tu sais passer les barrières. Oui, moi oui. T'es assez doué pour ça. Je trouve que tu as une intelligence remarquable pour être invisible et aller là où tu veux aller. Mais tu vois, si je peux rebondir ce que tu disais, évidemment que ma partie douance vient m'aider énormément, mais globalement, la manière dont je le vois, c'est que ma partie autistique me dit, en fait, le regard des autres, on s'en fiche royalement. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et ma partie THPI vient dire à ma partie autistique, et en plus, tu as raison. Donc, continue comme ça. Ça, c'est intéressant. Je trouve, je parle pour les gens qui nous écoutent, hein, de voir nos différents parties à l'intérieur, pour ceux qui ont HPI ou THPI, TSA, et de faire des réunions de famille pour trouver une solidarité intérieure. À ton avis aussi, à partir de tes expériences professionnelles, quelqu'un qui est TSA sans HPI, comment il va internaliser tout ça? Je pense que c'est plus difficile. En tout cas, tu sais, je trouve que quand tu as le HPI avec, je vais le prendre un peu dans l'autre sens, c'est plus facile d'avancer. Parce que globalement, tu vois, enfin, la plupart des gens ne le voient pas, ils ne le verront jamais si je ne leur dis pas que je suis autiste. Et pourtant, j'ai un diagnostic en due et bonne forme. Et je ne suis pas moins autiste que n'importe qui d'autre. Ça, c'est un mythe, ça n'existe pas. J'ai toutes les caractéristiques, il n'y a pas de souci. Pour autant, la partie douance vient permettre d'avancer beaucoup plus facilement parce qu'elle donne des facilités. Soit elle va te permettre d'invisibiliser, soit ce que la partie autistique ne comprend pas. Typiquement, quand il y a certaines choses en langage non verbal que je ne comprends pas, bah ma partie THPI, elle peut aller prendre aussi un petit peu tu vois, le dessus, aller chercher les infos et les transmettre d'une autre manière à la rigueur. Donc ça me permet en fait de compenser plus vite. Quand je me rends compte que je suis dans une situation là où qui devient un petit peu périlleuse, le THPI va me permettre de compenser beaucoup plus vite, d'aller à la rigueur scanner la personne en face, voire la disséquer pour savoir exactement tu vois, ce qui est en train de se passer et comment il faut que je réagisse. Donc c'est plutôt, tu vois, ça va me permettre de réagir beaucoup plus facilement et de m'adapter ou de me suradapter beaucoup plus facilement, ce qui parfois n'est pas forcément un cadeau hein, d'ailleurs. Mais globalement, voilà, c'est juste, ça va permettre d'avancer sans que les autres ne le voient et donc de s'éviter des problèmes. Donc de t'invisibiliser un peu plus. C'est ça. Après, la manière dont une personne que autiste le vit, je pense qu'il n'y a pas de règles qu'on peut appliquer à tout le monde là-dessus. C'est-à-dire, je connais des personnes autistes qui vivent mais extrêmement bien, y compris quand ce sont parfois des autistes qu'on qualifie de sévères. Et je suis pas d'accord avec ce terme. Et vraiment, elles vont très très bien. Ça aussi, ça peut ennuyer un certain nombre de neurotypiques, mais elles vivent vraiment très bien. Et tu en as d'autres, bah c'est compliqué.
Mais ça va dépendre de leur histoire de vie, de quelles claques elles se sont prises ou pas, de quels murs elles se sont pris ou pas, et de comment en fait elles ont des astuces aussi qu'on a pu mettre à leur disposition, des solutions qu'elles ont pu trouver ou non, des personnes qui les entourent ou pas, justement, des professionnels sur lesquels elles peuvent s'appuyer ou non. Et selon tout ça, en fait, tu vas plus ou moins bien le vivre. Mais c'est-à-dire que je connais des personnes autistes HPI qui le vivent très très mal. Mais justement parce que ça a été trop compliqué pour elles et que pour l'instant, il y a des solutions, on leur a pas donné les bonnes solutions au bon moment. Ou le bon soutien, le bon appui au bon moment. Et je pense aussi que ça vient faire parler de quand tu as compris que tu étais autiste, de l'âge du diagnostic aussi. Globalement, plus c'est pris rapidement et plus du coup on va te permettre d'avancer favorablement avec tout ça. Donc en te donnant un environnement qui correspond à ta façon de fonctionner, mieux tu vas le vivre. Il y a quelques années, tu m'avais dit que aussi tu avais des amis garçons, et quand il y avait des situations que tu comprenais pas, tu leur amenais les situations, surtout sur tous les jeux de séduction de merde pourris, et en fait ils te décodaient les implicites de ce qui se passait. Oui, ça, oui. Donc garçon ou fille, hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que ça, je trouve, c'est quelque chose de très important, et qui moi m'aide grandement aussi à bien vivre tout ça, c'est d'avoir sa tribu autour de soi. Et globalement, effectivement, moi, quand il y a des situations sociales où je suis pas franchement certaine de savoir comment l'interpréter, je vais voir mes amis et je leur demande tout simplement. Non autistes, du coup. Donc ça, ouais, c'est quelque chose de très précieux et je trouve que c'est une bonne astuce. Tu vois, j'ai 2 bonnes astuces comme ça. C'est quand je suis pas certaine d'une personne, soit je vais demander un avis extérieur d'un de mes amis, soit je fais en sorte que cette personne rencontre mon chien. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que ma chienne, j'ai une chienne berger allemand. Donc c'est une petite anecdote comme ça. Un jour, ma sœur typiquement nous présente son nouveau compagnon. Et puis j'ai ma grand-mère au téléphone quelques jours plus tard qui me dit alors tu l'as rencontré, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui réponds écoute, le chien est allé lui dire bonjour en premier et elle l'a tout de suite adopté, donc je suis ok, je l'adopte aussi. Et ma grand-mère m'a répondu ah bah oui, totalement. Si la chienne est d'accord, alors c'est bon. Tu vois, donc je te confirme que c'est quand même bien une histoire de famille, hein, toutes ces particularités. Elle est cool, ta grand-mère. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que moi je considère que parfois nos animaux ont un instinct, ils savent tout de suite, eux. Hein. Donc parfois juste ils sont pas lunés et du coup et ça c'est pas mal quand tu es autiste et que tu as du mal à savoir. C'est les animaux qui te sont proches, comment ils réagissent. Et puis la personne aussi en face, tu vois, typiquement sur les relations amoureuses, un indicateur que je trouve intéressant, c'est comment la personne en face, elle se comporte avec les animaux. C'est-à-dire comment elle se comporte face à des êtres vivants qui sont plus fragiles et plus vulnérables qu'elle. Ça te donne déjà une bonne idée, hein. C'est un très très bon indicateur. Puis on peut consulter aussi l'animal qu'on a à l'intérieur de nous. C'est aussi un bon indicateur. Alors, dans ta combinatoire, t'es jeune, ce qui te pose des problèmes même dans ton boulot, et t'es une femme. Donc, en gros, tu cumules les emmerdements et les handicaps. Donc, Jode, va falloir patienter. Et comment tu gères tout ça? Parce qu'en termes d'invisibilité, femme, HPI, THP, c'est différent. Femme, TSA, c'est différent. Femme, TDAH, c'est différent. Donc, t'as que des trucs différents. Et tu moulines avec tout ça et ton intelligence à l'intégrer. De fait, ça a de l'influence. Et t'y es exposé. Oui. Oui. Mais après, c'est comment ça va jouer dans ma relation avec les autres, tu veux dire? Ou comment ça joue dans la manière dont j'intègre tout ça chez moi? Les deux. Comment j'intègre tout ça chez moi? J'ai envie de te dire, je sais pas ce que ça fait d'être un homme atypique. Donc voilà, j'intègre tout simplement. Après, effectivement, je sais que sur certaines choses, tu vois, tout ce qui va être organique, nous, notre cycle qui bouge tous les quarts de lune, forcément, t'as des choses qui vont jouer. Hors contraception hormonale, j'entends. Typiquement, les phases d'hyperactivité, elles vont avoir plus lieu à certains moments qu'à d'autres. Ça, on est d'accord.
Mais après, globalement, tu vois, enfin, il y a des jours où je regrette d'être née dans un corps biologiquement féminin. Hein. Je trouve que c'est plus simple d'être un homme, mais je fais avec. Et sur ma relation avec les autres, je me bats un peu contre cette étiquette de femme, c'est-à-dire que je ne me considère jamais comme telle. C'est pas pour le coup, pour moi, c'est une étiquette. C'est une étiquette dans la manière dont Sapiens, donc l'espèce à laquelle nous appartenons, il semblerait-il, l'entendent. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, c'est juste, voilà. Mais je vois bien que ça devient une étiquette pour les autres. Donc ça, globalement, j'ai envie de te dire qu'il y a à la fois une partie de moi où de toute façon, je ne rentre pas du tout dans les cases, y compris de ce que l'on attend d'une femme. Donc, j'enfonce un peu toutes les portes et tous les cadres dans lesquels on voudrait bien me mettre. Donc, je pense que je corresponds pas franchement à ce que l'on pourrait attendre d'une femme, mais aussi en termes de caractère. On me reproche, par exemple, souvent mon côté trop masculin. Qui en fait est juste la densité, l'intensité qu'on peut mettre dans les choses. Et puis la partie à la fois THPI, tu rajoutes à ça par moment les phases d'hyperactivité, plus la partie autistique, où de toute façon les autistes, les normes sociales, les gens les voient pas. Donc pour s'y conformer, il faudrait peut-être être au courant, tu vois, que ça existe. Mais il y en a un certain nombre, on les voit juste pas. C'est-à-dire que tous ces implicites-là, d'un point de vue sociologique, il y en a quand même un certain nombre, on est plus imperméable. Donc, on casse un peu un certain nombre de codes ou de normes, parce que si t'es pas au courant que ça existe, tu peux pas essayer de t'y conformer. Puis on a d'autres où on s'y conforme, consciemment ou inconsciemment, comme tout le monde. Et après, dans ma relation avec les autres, alors j'ai envie de te dire qu'en général, je m'en fiche un peu la manière dont les gens me perçoivent. J'aime pas quand ça vient jouer contre moi. C'est justement cette étiquette, elle est jeune ou c'est une femme. Donc je fais comprendre aux gens que c'est non, voilà. Et parfois c'est utile. Parfois justement, tu sais, je suis consultante. Donc voilà pour les gens qui nous écoutent. Donc moi j'appelle ça résoudre des Rubik's Cube, mais dans la vie normale on appelle ça consultante. Donc je vais chez des clients qui ont des problématiques X ou Y, et faut faire du lien avec ces personnes, faut nouer des liens avec les gens pour avancer avec eux, en général sur plusieurs mois, voire parfois sur plusieurs années. Donc oui, on peut être autiste, être en relation avec des clients, il n'y a pas de souci. Hein. Et là, parfois, justement, le fait d'être jeune et d'être une femme, ça vient m'aider. Ça vient m'aider parce que les gens vont voir en moi un non-danger, ou parce que, justement, je vais voir quelque chose de rassurant. D'empathique, de bienveillant, ou parce que certaines personnes vont parfois projeter leurs enfants sur moi. Donc en fait, ils se comportent avec moi de la manière dont ils aimeraient qu'on se comporte avec leurs propres enfants. Donc ça aide, finalement. T'as là, je trouve, de comprendre les jeux sociaux, ce qui n'est pas gagné pour des personnes qui ont du TSA, mais un peu plus pour les personnes qui ont du THP. Et de jouer avec les jeux de rôle de la pièce de théâtre sans être dupe, tout en étant parfois exposé à la pièce de théâtre. Je voulais revenir sur ce que tu disais de la femme. Sur la partie HPI, en tout cas, les femmes HPI ont plus de testostérone et de dominante masculine, et ça leur coûte souvent, socialement. Les hommes ont plus de dominante féminine, mais ça, tout le monde s'en fout. Et sur THPI, ce que j'ai pu observer dans mon travail, c'est que plus on monte THPI au-delà, parce que j'en ai beaucoup au-delà, plus le sujet, les relations entre homologues sont désagées, dégenrées. C'est ça. C'est pour ça que moi je dis que je sais pas trop en fait ce que c'est d'être une femme d'une certaine manière. Parce que moi je suis un organisme biologique qui s'adresse à d'autres organismes biologiques. Ce qui était une formule que tu m'avais donnée, et c'est vrai, c'est-à-dire que moi je vois jamais un homme ou une femme en face de moi. Je vois juste un être humain et ça s'arrête là. Et pareil, je sais pas quel est son statut social, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je sais pas quel est son âge, ça m'intéresse pas. Enfin, je sais, si tu sais à peu près l'âge des gens, mais dans le sens, pour moi, ce ne sont pas des sujets.
Donc juste, je leur parle comme... en fait, je m'adresse à peu près à tous les êtres humains de manière égale. J'ai un respect égal pour tous les êtres humains. Et du coup, je m'adresse à eux. Je m'adresse à tous les êtres humains globalement de la même manière. En tout cas, je les considère de la même manière. Et parfois, ça me joue des tours. C'est-à-dire que typiquement, en plus, je suis hyperactive. Donc moi, quand tu me demandes de rester immobile, j'ai les mains qui font ça. J'en ai marre. Je bouge. Donc parfois, j'ai certaines gestuelles parce que il faut bien réguler. Puis le besoin de bouger du corps. Et de temps en temps, je m'arrête, je me dis, mais non, mince, tu peux pas faire ça. T'es avec des neurotypiques. Ils vont pas l'interpréter correctement, en termes de gestuelle. Je m'arrête comme ça. C'est-à-dire, parfois, j'ai certaines positions où je me dis, ah oui, non. Non. Neurotypique. Donc, tu peux pas faire ça parce qu'ils vont l'interpréter comme ça, alors que c'est pas le cas. Quel mouvement, par exemple? Souvent, tout ce qui va être, par exemple, de la séduction. Peut-être à certaines gestuelles que la plupart des femmes vont avoir. Et moi, parfois, c'est juste que je sais pas quoi faire de mes mains. Mais tu fais quoi qui dérangerait, Mathilde? Tu fais quoi qui dérangerait? Je pense qu'en fait, c'est sur la manière dont on peut aller chercher les gens avec une certaine intensité. Ah oui. Mais parce que moi, je m'intéresse à eux. Et si en plus, t'as justement ton langage non verbal qui indique que t'es intéressé par la conversation, que voilà, t'es ouvert à la conversation, que tu passes un bon moment, ça peut vite être interprété autrement. Évidemment, alors que moi, juste, je suis contente de passer un moment avec quelqu'un. Mais ça s'arrête là. Et comme en plus, tu vas scanner la personne, que tu vas chercher plein d'informations, et puis que tu fais très vite les liens, donc tu lui donnes l'impression à la personne en face qu'elle est très bien comprise, ce qui est le cas, mais pas de la manière, en fait, ça veut pas dire ce que la plupart des gens pensent que ça pourrait vouloir dire. Oui, c'est classique, c'est-à-dire que pour un homme, c'est-à-dire c'est une ouverture, elle est en train de me draguer, elle m'explique qu'elle a des sentiments pour moi. Pour les autres femmes, ça les fait flipper si la personne à laquelle tu parles, c'est leur mari. Donc ça perturbe les autres femmes parce qu'elles n'ont pas cette intensité, ces codes, et elles voient qu'elles ne produisent pas ce que toi ou d'autres femmes HP ou THP vont produire sur les hommes, et en plus avec une forme de naïveté de dire c'est pas mon intention, comme j'explique parfois des femmes qui rentrent à la maison et leur mari il leur a dit mais t'as dragué toute la soirée, alors qu'elles ont parlé comme tu viens de le dire avec intensité, curiosité et scan. C'est-à-dire parfois t'as il y a quand même des conversations sur intéressantes. Si le sujet est intéressant pour toi. Mais voilà, mais parce que c'est ce côté curiosité intellectuelle, en fait. C'est ça, en ignorant les jeux de rôle. Complètement. À nouveau, moi, un être humain, c'est un être humain, puis ça s'arrête là. Hein. Ah oui, mais là, sur la planète, en mode sapiens, non. Faut changer de planète, faut changer de civilisation, mais pas du tout. C'est très sexué quand même. Il y a des implicites sexués extrêmement importants et saillants sur le sujet. Dès que t'es une femme, c'est moins c'est moins pesant si t'es un homme. Moi, je suis content de pas être une femme. Hein. Mais quelle charge pour les femmes. Donc, si en plus t'as la naïveté de l'autisme. Ah bah oui, pour beaucoup de femmes autistes, c'est problématique pour elles. Parce que de temps en temps, je leur dis, c'est-à-dire quand on vous propose une soirée Netflix, c'est pas forcément une soirée Netflix. Mais ça, toi, de prime abord, tu le vois pas forcément. Mais c'est-à-dire parfois aussi, les hommes autistes font ce genre de faux pas là. Hein, aussi. Parfois, moi, j'ai des hommes autistes dans mon entourage, ils m'envoient des messages où ils me parlent. De temps en temps, je leur dis, on est d'accord, tu me parles comme ça à moi, mais parce qu'on parle d'autiste à autiste. Tu t'adresses pas comme ça à tout le monde. Parce que tu vas avoir des ennuis. C'est ce que je dis régulièrement à des femmes qui m'envoient des petits cœurs, des machins. Moi, je dis à des hommes. Avec moi, Maurice Carrère, parce que je m'en fous, je suis pas dupe et je rentre pas dans ces jeux-là. C'est pour ça que j'en ai autant. Mais vous faites pas ça à des gens normaux. Trop dangereux. Après, là-dessus, pour l'instant, moi, ce qui m'aide aussi, c'est justement ma jeunesse. C'est-à-dire que parfois, les gens me donnent 17 ans. Donc, je deviens la petite fille ou la petite sœur. Ouais. Et en fait, c'est indiscret de connaître ton âge ou pas? En vrai. L'âge de ton corps, pardon. Pas ton âge à toi. L'âge de mon corps, ouais, l'âge de mon corps. Non, l'âge du véhicule. Alors, mon corps, il a 26 ans.
Mais tu vois, mais ça m'est arrivé très récemment. Hein. On se promenait avec mon père, on était dans la montagne et on montait assez vite. Et on croise deux personnes qu'on connaît, donc on les salue. Et puis l'un des deux hommes me dit mais vous montez vite quand même. Oh mais bon toi c'est normal Mathilde, t'as la jeunesse pour toi quoi, donc c'est normal que tu grimpes vite parce que t'as 17 ans. Je dis bah non 26. Il me dit oh bon bah alors non t'as de bons gènes. Et tu vois cette remarque là de on va me donner 10 ans de moins que ce que j'ai, je l'ai presque tous les jours. Donc ça arrive très souvent quand ça m'est déjà arrivé parfois quand j'arrive voilà soit au sein de mon entreprise, hein, c'est-à-dire ça m'est arrivé quasiment tout le temps. Quand je vais me balader dans un autre service ou quand je vais me balader chez un client, quand je suis avec un manager, les gens auront plutôt tendance à penser de prime abord que je suis là pour un stage. Parce qu'ils se disent elle est étudiante, puis au début de ses études. Voilà, où ça m'arrive très souvent. Ah mais alors, qu'est-ce que tu fais comme études? Même parfois quand, voilà, des rendez-vous médicaux. Quand j'ai été opérée des yeux, l'une des premières questions du chirurgien, justement, pour engager la conversation et faire en sorte que je sois pas trop crispée, parce que c'est vrai que ça peut être un peu quand même stressant de se faire opérer des yeux. Il m'a dit alors, qu'est-ce que tu fais comme études? Et je lui ai dit mais non, mais je travaille depuis plusieurs années. Donc mes études, c'est fini. Et lui, il pensait que je sortais du lycée. Tu vois, donc, oui. Et ce décalage-là, je le retrouve souvent chez des femmes autistes. Donc moi, je le prends pas mal. Bon, parfois, ça m'ennuie. Mais je me dis que ça peut être utile aussi. Et tu vois, du coup, c'est une astuce. Je vais me mettre dans la peau d'une petite fille. Pas d'une femme. Donc déjà, t'évites ces enjeux-là. Normalement, quand t'as des gens sains d'esprit. Normalement. Fais gaffe à ta peau quand même. Oui, ça t'inquiète pas pour moi. Non, mais je sais que j'ai très confiance en tes ressources. Mais ça participe d'une charge que les gens, souvent les gens, c'est général et générique, ou les parents d'ailleurs, ou les hommes en particulier, ne voient pas de ce que les femmes, quand elles ont tout un bazar comme ça, même sans tout avoir, ont à gérer de ressources, d'attention, de vigilance, de charge mentale, de charge psychique, de risque en permanence. Sur le fait de l'âge, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer aussi, c'est que beaucoup d'atypiques HPI ne font pas leur âge. C'est-à-dire apparaissent beaucoup plus jeunes que l'âge qu'ils ont, en fait. Et je pense que... Alors, je sais pas répondre sur le TSA, sur l'autisme. Je sais pas. Oui, c'est quelque chose qu'on remarque aussi. Et je pense que sur la double et la multi-exceptionnalité, comme tu as ou comme j'ai ou comme d'autres, je pense qu'après c'est difficile d'isoler les caractéristiques sur ce sujet-là. Et comment tu te sers encore de ton THPI pour toi, pour manier tout ça, et qu'est-ce que tu penses que tu as encore à sécuriser ou à apprendre pour gérer tout ton orchestre? Il va me servir un peu parfois de chef d'orchestre, parfois non. Je considère que mon chef d'orchestre, c'est sans doute aucune de mes neuroatypicités. C'est encore autre chose. Mais le THP, voilà, ça sert à compenser tout le reste. Mes problèmes d'apprentissage, donc je suis dysgraphique, dyspraxique, tu vois, je les ai compensés. Les troubles 10, tu peux les compenser comme ça. L'autisme, tu peux le compenser. En fait, tu peux l'invisibiliser, ce qui permet de passer outre les discriminations potentielles. C'est-à-dire que globalement, si tu apparais, si ton autisme est très visible, c'est horrible à dire et c'est quelque chose contre lequel je me bats beaucoup, mais globalement, tu fais face à beaucoup de discrimination à l'embauche. Hein. Moi, j'ai déjà eu des entreprises qui m'ont dit très cash, des directeurs, mais je refuse d'embaucher des personnes autistes, sauf si on m'y oblige légalement. Ou j'ai déjà eu des témoignages de personnes autistes qui me disaient que il y a certains de leurs collègues qu'elles ne connaissaient pas
qui refusaient de venir boire un café avec elles parce qu'elles avaient peur. Elles savaient pas comment est-ce qu'on est censé parler à une personne autiste, comme à n'importe quel autre être humain. Mais tu vois, cette stigmatisation-là, qui est aussi due au fait que c'est un sujet qui est très méconnu. Les gens sont convaincus que c'est une maladie, qu'on n'a pas d'empathie, qu'on est froid. Voilà, c'est un peu un être humain, pas très être humain, tu vois. C'est comme un truc, on sait pas trop ce que c'est qu'une personne autiste. Et je peux comprendre parce que entre l'idée qu'on s'en fait et les clichés qu'on a, c'est difficile de rejoindre la réalité. Mais du coup, la partie HPI, THPI, elle te permet en fait d'éviter ce genre de problème, puisque les gens ne le sauront jamais. Sauf si tu leur dis. Et dans ces cas-là, moi en général, les réactions que j'ai, c'est oh, tu vois, du coup, tu viens casser justement ces idées reçues-là. Parce que les gens se disent, mince, en fait, elle est comme moi. Ouais. Globalement. Donc ça, là-dessus, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça me permet de me fondre beaucoup plus facilement justement dans la pièce de théâtre. Après, dans ce qui me reste à orchestrer, tu vois, c'est un peu du coup, je repars un peu aussi sur la partie maladie auto-immune. Le fait d'avoir une maladie auto-immune, ça veut dire que j'ai, alors moi j'appelle ça des fragments. C'est-à-dire des parts de moi, j'ai des fragments moi. Mais si j'ai une maladie auto-immune, ça veut aussi dire que j'ai des fragments qui sont pas moi. Que c'est des fragments soit que qui m'ont été imposés par la société, parce qu'on vit quand même au sein d'une espèce à laquelle on n'appartient pas, hein, donc faut se conformer à tout ça. Faut fonctionner comme une personne neurotypique, ce qui fait que tu vas intégrer un certain nombre de fonctionnements qui vont aller vraiment contre tes besoins profonds, voire vitaux. Typiquement les stéréotypies. Tu sais, c'est quelque chose auquel on n'y penserait pas forcément, mais c'est quelque chose de vraiment nécessaire pour une personne autiste. Donc des stéréotypies, c'est des mouvements répétitifs. On pense souvent aux mouvements de main, mais pas que, ou au balancement. Et il y en a plein. Ça, c'est quelque chose de vital, en fait, pour une personne autiste. C'est ce qui permet de réguler le trop-plein d'activité cérébrale. Et ce qui permet de venir réguler aussi l'émotion. Ce qui permet de venir, en fait, faire face aux agressions constantes que l'on vit en tant que personne autiste du monde extérieur. C'est quoi les autres les autres stéréotypies? Ouais. Tu peux avoir soit des mouvements, soit typiquement, moi j'ai des stéréotypies vocales. C'est l'une de mes amies qui m'avait fait remarquer ça un jour, parce qu'on vivait en colocation. Et un jour, elle m'avait fait remarquer que parfois, justement pour me réguler, j'émettais des sons. Alors, je saurais pas te dire à quoi ça ressemble, mais elle m'a dit que ça ressemblait à Harry Potter qui parle le fourche-langue. Tu vois ? Elle m'a dit, grosso modo, t'invoques des dragons. Tu as ? J'invoque des dragons, selon elle. Et ils arrivent ? Je sais pas, mais du coup, vous voyez, je trouve que c'est plutôt cool. Quel est l'avantage d'être ami avec une personne autiste ? Vous êtes quand même ami avec quelqu'un qui invoque des dragons, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas prétendre être ami avec quelqu'un qui invoque des dragons. Je trouve ça assez stylé. Mais voilà, donc tu vois, tout ça, en fait, c'est ce qui va venir te permettre de réguler, et c'est nécessaire. Interdire à une personne autiste d'avoir des stéréotypies, c'est un peu comme interdire à quelqu'un de cligner des yeux, tu vois. Je pense que... Pardon, juste, je fais une pause là-dessus, parce que c'est vraiment important pour les parents. Il faut pas empêcher ça. Moi, l'essentiel de toute ma vie, j'ai fait ça. Ma mère, ça la rendait folle. Elle me prenait pour un barjot. Elle dit, j'avais fait un barjot. Alors, elle avait raison, elle a fait un barjot. Mais il faut laisser faire. Bon, depuis, elle est décédée. Et j'ai fait ça. Ça me reprend. Et j'ai jamais réussi à trouver... est-ce qu'il y avait des invariants? Mais le fait de bouger ou de faire des choses bizarres, en fait, c'est une manière de réguler le système psychocognitif et de réguler la partie du cerveau, ou de bouger les mains, ou de taper. Tous ces mouvements sont des régulateurs psychologiques, psychiques et cognitifs. Il faut surtout pas les interdire pour faire des robots ou pour mettre des enfants dans des enfermements psychosociaux de la société qui est quand même grave malade. Faut absolument laisser faire ça, le temps de se développer.
Je vais parler d'un autre bouquin dont m'a parlé les personnes autistes. Si tu as des livres, tu nous diras, Mathilde. C'est L'autisme expliqué au non-autisme par deux personnes qui ont un centre au Québec. J'ai trouvé ce bouquin remarquable, qu'on trouve aussi sur Autisme Diffusion, qui est un site remarquable, de mémoire à 7,50 € en poche. Autisme expliqué au non-autisme. Oui, il est pas mal. Il explique très bien pour les personnes qui connaissent pas, tu vois, les problèmes de régulation, les problèmes neurodéveloppementaux, le fait qu'il y a aussi de l'espoir si on permet aux personnes autistes de monter des étages et d'acquérir de l'autonomie. Par contre, on peut pas forcer l'autonomie. C'est pas au pied de biche, au marteau qu'on fait avancer des gens. Et faut permettre, faut autoriser, faut comprendre que c'est un système de régulation et que les personnes autistes intègrent le monde par le regard. Oui, et c'est pour ça, alors c'est effectivement fondamental. Pour les parents, je te rejoins totalement, il faut surtout pas empêcher son enfant autiste d'avoir des stéréotypies ou de faire de l'écolalie, donc de répéter des phrases mot pour mot. Par contre, on peut apprendre aux enfants autistes à avoir des stéréotypies socialement acceptables. C'est-à-dire que, typiquement, moi, les stéréotypies que je vais avoir chez moi ne seront jamais, 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 jamais celles que j'ai en public. Et c'est bien pour ça qu'en fait, personne ne le devine jamais. C'est-à-dire que je vais avoir des gestes qui sont très discrets ou des schémas dans ma manière de parler. Soit des mots que je vais répéter, mais ça va pas se voir dans le discours, soit la manière dont je vais articuler mes phrases suit un schéma assez... voilà, un schéma qui m'est propre et qui est classique, qui va m'aider justement, qui va me servir de régulateur. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut apprendre aux personnes autistes à avoir des stéréotypies qui passent, en fait, dans des situations sociales, quelles qu'elles soient. Et par contre, effectivement, moi, dans un cadre, quand je suis chez moi, c'est toutes celles qui ont envie de venir, elles viennent, quoi, les stéréotypies. Mais donc pour revenir sur ces histoires de fragments pas moi, c'est justement là où moi j'ai un travail à faire, c'est que moi, mes parents, ils savaient pas que ça existait quand j'étais enfant, tout ça. Rien de tout ça. Rien de tout ce qui concerne la neurodiversité. Donc forcément, là où les enfants aujourd'hui ont beaucoup plus de chance, c'est qu'ils peuvent être identifiés plus tôt et on peut leur permettre d'avoir des solutions en place plus tôt et on peut leur permettre d'être qui ils sont beaucoup plus tôt dans leur vie. Ce qui va justement éviter de se retrouver avec des choses qu'on essaye d'intégrer de force, alors qu'elles vont vraiment contre notre fonctionnement naturel, voire voilà, vraiment de ce qui est juste la base, quoi, de la manière dont on fonctionne. Et c'est justement parce que tu entres en conflit avec toi-même, soit parce que tu essayes d'intégrer ce qu'on te demande d'intégrer, soit parce qu'on te le fait intégrer de force aussi parfois, que tu te retrouves avec ce que j'appelle les fragments non-moi, c'est-à-dire des parts de moi que je vais pas demander à ce qu'elles soient là. Et c'est ce qui contribue aussi à faire que tu te retournes contre toi-même, que ton corps ça va pas, que tu développes des problèmes divers et variés, que ce soit des maladies ou des problèmes du comportement. C'est-à-dire parfois on dit que de l'autisme ou de l'hyperactivité que ce sont des troubles du comportement ou que les personnes concernées peuvent avoir des troubles du comportement. Je suis pas d'accord. C'est le trouble du comportement, il n'est pas lié au fait que tu sois hyperactif ou que tu sois autiste. C'est lié à la maltraitance qu'on subit. Si tu maltraites une personne neurotypique, elle va développer des troubles du comportement. Maltraite n'importe qui, cette personne réagira mal. Mais globalement, le fait d'être neuroatypique et surtout, je pense, d'être autiste, je le vois comme ce qui est presque le plus difficile à vivre, et sans doute l'hyperactivité aussi, dans un monde de personnes qui majoritairement ne le sont pas, ça peut vite devenir la maltraitance. Involontaire, la plupart du temps, mais de la maltraitance quand même. Et c'est pour ça que tu te retrouves du coup avec quelque chose de très fragmenté en toi, où toutes les pièces du puzzle, elles n'arrivent pas forcément à s'intégrer. Et d'ailleurs, certaines, elles n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'elles font pas partie de ton puzzle. Il faut réussir à s'en détacher.